Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 20h au sommaire, le développement du secteur de l'agriculture, l'une des priorités du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. La mécanisation fait partie des options du président de la République pour soulager la peine des producteurs agricoles et améliorer leur productivité. Plusieurs actions soutiennent cette politique dans tout le pays, vous le verrez. Le Togo renforce l'efficacité de son système judiciaire. Demain, désormais, les infractions commises par les militaires seront jugées devant un tribunal militaire. Le premier procès s'ouvre demain, lundi, à 8 h. Le gouvernement met tout en œuvre pour tenir son engagement d'accès universel à l'eau d'ici à 2030. Plusieurs chantiers sont actuellement en cours. Nous serons dans les savanes avec le ministre d'État Yak Damham. Il était sur quelques chantiers dans la région pour s'assurer de leur état d'avancement. Nous ferons le point. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Écho du palais de la présidence de la République, cette audience accordée par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, Abdou Abari, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Il est venu exprimer sa reconnaissance au président de la République pour la réussite du premier forum de Lomé sur la paix et la sécurité. Il a profité également pour saluer les efforts du Togo en matière de paix et de sécurité, non seulement en Afrique, mais également dans le monde. Nous l'écoutons. J'ai effectivement eu l'insigne honneur d'être reçu par le président de la République du Togo. Je suis ici en visite pour participer à la première édition du Forum de Lomé sur les questions de paix et de sécurité. Et j'ai estimé qu'il était de mon devoir de venir rendre un hommage particulier au président de la République pour le rôle éminemment positif qu'il joue en faveur de la paix, de la sécurité, du dialogue et de la concertation, non seulement ici au Togo, mais également en Afrique de l'Ouest. Le rôle que le Togo a toujours joué, le fait que le Togo a été un creuset pour la fondation d'un certain nombre d'organisations internationales, y compris la CEDEAO, l'acte constitutif de l'Union africaine. L'histoire du Togo est une histoire de paix, c'est une histoire de dialogue, et le Forum de Lomé que le président de la République a soutenu et institué est la marque de fabrique de ce pays que nous aimons, et j'ai tenu à féliciter et à remercier très sincèrement le président de la République pour son rôle personnel et pour le rôle que le Togo joue en Afrique de l'Ouest. Certainement au-delà de l'Afrique de l'Ouest, je pense que le Togo est promu à un bel avenir quand il s'agit de questions de paix, de sécurité et de dialogue entre les peuples. Autre personnalité reçue par le chef de l'État ce dimanche, Mahamat Saleh Anadif, ministre d'État tchadien chargé des Affaires étrangères, présent également à Lomé dans le cadre du Forum sur la paix et la sécurité. Il a échangé avec le chef de l'État sur des questions d'intérêt commun au Togo et au Tchad, mais également bien d'autres sujets. Nous l'écoutons. Je suis venu à Lomé pour prendre part au premier forum de Lomé sur la paix et la sécurité. Et j'avoue qu'on a échangé surtout sur le déroulement du forum. Je lui ai donné mes appréciations parce que je trouvais qu'il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de gens de qualité, beaucoup de diversité. Et j'ai encouragé les autorités togolaises pour que cette initiative ne puisse pas rester sans lendemain. Il faudrait la poursuivre, il faudrait la mûrir, je l'ai encouragé. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on a parlé de nos relations bilatérales entre le Tchad et le Togo, qui sont des relations très très bonnes. Et on a échangé sur la façon dont la transition au Tchad se déroule. Je lui ai dit que tous les engagements seront tenus, que bientôt on va aller au référendum et au premier semestre 2024, nous allons aller vers des élections présidentielles qui feront en sorte que le plus rapidement possible, nous allons
revenir à un ordre constitutionnel normal. On en vient au premier titre de notre journal. Le secteur de l'agriculture fait partie donc des secteurs prioritaires du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Vous le savez, le secteur contribue à plus de 40% du PIB et occupe près de 65% de la population. Le président de la République opte pour la mécanisation du secteur pour mieux accompagner les producteurs agricoles. De la parole à l'acte, plusieurs actions sont déjà visibles sur le terrain. De quoi soulager les producteurs. Uri Chamiga. Partout à travers le territoire national et sur les plus de 200 zones d'aménagement agricole planifiées, déjà mises en place dans les 6 régions agricoles du pays, l'on constate de plus en plus une forte présence de matériel agricole. Sur ces vastes surfaces tournent au moment opportun des bulldozers, des tracteurs et bien d'autres. Autant de matériel agricole qui viennent donner un nouveau visage à la pratique de l'agriculture au Togo depuis quelques années déjà. Ce qui traduit parfaitement la nouvelle vision d'une mécanisation de l'agriculture portée par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Celle d'une agriculture à grande échelle pour renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir l'agro-industrie. De la préparation des terres à la commercialisation, en passant par l'entretien des cultures, le transport des produits agricoles, le stockage et la transformation, le travail devient de moins en moins pénible pour les producteurs agricoles. Un grand soulagement pour ceux du village d'Atifoutou, dans le Moyen Mono. Le début, ils sont arrivés avec Bull, le caterpillar. Le président dit qu'on a qu'à aller pour dessoucier les choses. Il a dessoucié parmi ici, jusqu'à 100 hectares là. Ils ont envoyé les tracteurs. Et les tracteurs, ils sont arrivés. Il a bitumé, ramassé les tout. Et d'après ramasser, il nous a dit que bon, tout le monde n'a qu'à aller. Là où tu es, va commencer à travailler. La première année, nous avons vu que c'est changé un peu. Nous avons envoyé motopompe. Nous avons envoyé encore château. Et ce que le président nous a fait, on ne sait pas comment on va lui donner, comment on va lui faire, qu'il va savoir que ce qu'il nous a fait maintenant, c'est bon à nous. Des témoignages, concrétisation d'une politique de mécanisation agricole en bonne marche sur le terrain, permettant une augmentation substantielle des surfaces cultivées. Et c'est grâce aux nombreuses initiatives présidentielles, notamment la mise à disposition des producteurs d'importants lots de matériel agricole motorisé, l'exonération des taxes douanières sur le matériel et les équipements agricoles, résultante des rencontres directes du président de la République avec les producteurs agricoles des 5 régions du pays lors des FOPAT. Des actions qui portent déjà des fruits pour les producteurs agricoles de Tchamba et du canton de Kolina dans la centrale, ainsi que ceux de Nano dans les savanes. L'exploitation de ce champ nous a fait beaucoup de bien. Sauf qu'au démarrage, nous avons rencontré des difficultés puisque la terre était dure. Mais la venue des tracteurs nous a facilité la tâche et la terre est devenue plus que productive et nous récoltons suffisamment du riz et nous sommes très fiers. Je ne connaissais pas Lomé, mais avec le riz, j'ai connu Lomé. C'est pareil pour la foire agricole que je connais aujourd'hui grâce au riz de Nano. Je transporte le riz de Nano à Lomé et dans les différentes foires agricoles où je le commercialise. Nous avons reçu une grosse machine qui, pour le maïs, ça nous permet de travailler le maïs après la récolte. Nous venons de recevoir ce matériel en partie parce qu'il y a un autre qui se trouve à la direction. C'est après la FOPAT qu'on nous a remis la remorque. C'est le barrage qui nous sert à arroser notre maraîcher. Avant, on travaillait avec les motopompes. Donc les dépenses de motopompes, essence, motopompes à panne, Dieu merci, on n'a plus ces problèmes. Nous voulons un tracteur, un motoculteur. Et puis, s'il y a d'autres pompes très efficaces, parce qu'on a 20 hectares aménagés aussi par l'État. En soutien à ces différentes initiatives prises, au grand bonheur des producteurs, s'ajoutent les centres de mécanisation agricole qui seront installés dans les 6 régions agricoles du pays. Les centres de Tchitchao pour la région de la Kara et de Palimé pour la région des plateaux ouest, déjà en cours de construction, seront opérationnels à partir d'avril 2024. Quant aux 4 autres centres restants, les sites ont été déjà identifiés et le début de réalisation prévu pour bientôt.
des centres dotés d'une grande mission pour couvrir les besoins en mécanisation. Le gouvernement a mis un accent sur les centres régionaux de mécanisation agricole, qui sont des centres qui vont permettre de remplir un certain nombre de fonctions. Les fonctions au nombre de 5 fonctions, il y a notamment la vente du matériel agricole, il y a la location du matériel agricole, il y a la prestation de services de mécanisation agricole, il y a également la maintenance, elle peut être curative comme préventive, et enfin il y a la formation. La vision du chef de l'État en matière de mécanisation agricole au Togo est de plus en plus large. Au-delà donc des centres régionaux de mécanisation agricole, il est entrepris l'élaboration d'une stratégie nationale de mécanisation agricole. Ceci pour favoriser le développement harmonieux de l'agriculture togolaise en lui offrant de meilleures approches pour une mécanisation agricole durable. L'agence de transformation agricole ATA voit le jour. Face à la pénibilité du travail, le terrain, il faut qu'on réfléchisse des voies et des moyens, des solutions propices à ce que les producteurs puissent facilement avoir un accès à ces équipements et diminuer la pénibilité du travail agricole et rendre le secteur plus attrayant. Donc c'est ça le rôle de l'agence au niveau du secteur agricole en général et maintenant au niveau de ce domaine de mécanisation agricole. L'agence maintenant va travailler à lever les goulots d'étranglement, les facteurs et permettre à ce que la mécanisation soit une réalité au Togo. D'ici la fin de l'année 2023, il est prévu l'acquisition de 500 tracteurs et accessoires devant servir à équiper les 400 apps à mettre en place d'ici 2025. À ce jour, 80 ont été déjà fournis et mis à disposition des producteurs. La vision du chef de l'État, Faure Essozim Gnassingbé, est de faire de l'agriculture togolaise une agriculture productive à haute valeur ajoutée, moteur de valeur économique des agriculteurs et de croissance du pays. Le rôle de la mécanisation s'avère donc essentiel pour réduire la pénibilité du travail et contribuer ainsi à faire de l'agriculture un pôle d'attraction pour l'emploi des jeunes. De l'augmentation de la productivité et des rendements agricoles induites par cette mécanisation, il pourra se dégager de façon constante d'importantes quantités de matières premières agricoles nécessaires à l'alimentation des usines de transformation agroalimentaire. Et sans la paix et la sécurité, aucun développement n'est possible. Vous le savez, le Togo l'a vite compris. Depuis hier, le pays abrite le forum sur la paix et la sécurité en Afrique, une initiative du chef de l'État, Faure Essozim Gnassingbé, pour soutenir notamment les transitions politiques en Afrique. Les travaux ont pris fin cet après-midi sur un certain nombre de recommandations. Nous y reviendrons dans le courant de ce journal, si tout va bien. Et face aux crises sécuritaires, aux coups d'État qui mettent à mal la sécurité en Afrique, il faut aboutir à des conclusions africaines. C'est l'une des conclusions auxquelles les participants du forum Paix et Sécurité ont abouti au cours d'un panel. Les panélistes appellent à l'innovation et à l'agilité africaine face aux défis sécuritaires sur le continent. Les précisions avec Yatar Atem. Au sein d'une Afrique de l'Ouest secouée par une situation sécuritaire inquiétante et sans cesse galopante, des coups d'État et bras de fer diplomatiques, le Togo se pose volontiers en médiateur, voire négociateur. À son actif, plusieurs initiatives pour la paix. La dernière en date, Lomé Peace and Security Forum, un sommet pour réfléchir aux transitions en Afrique, un cadre africain d'échange et de partage d'expériences sur la paix, la sécurité et l'avenir du continent. Le débat est ouvert à ce panel dédié à la mobilisation de l'innovation et l'agilité africaine. Les transitions s'inscrivent dans un moment singulier de notre continent où il est demandé à l'Afrique d'inventer ses propres modèles de gouvernance, gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance sociale. Et de ce point de vue, l'économiste que je suis a eu à cœur de montrer que la résilience des systèmes de gouvernance politique et économique est fortement corrélée à la question des inégalités. C'est-à-dire que des inégalités trop fortes ont tendance à fragiliser les systèmes, qu'ils soient politiques et économiques. Ces assises de Lomé se sont penchées également sur la fragilité des institutions en Afrique,
le rôle des organisations régionales et internationales dans l'accompagnement des transitions politiques et les défis liés à la consolidation de la gouvernance démocratique en période de transition sur le continent. Des pistes de solutions sont ici proposées. On a pu relever 5. Déjà, l'accent mis sur le travail et le capital humain, l'accent mis sur la disponibilité des capitaux et donc des investissements massifs, notamment dans les infrastructures, l'accent mis sur l'innovation technologique, parce que sans innovation technologique, vous ne pouvez pas être dans la compétition internationale, et ce qui suppose aussi un effort sans précédent en matière de recherche et d'innovation. Le 4e facteur, c'est la gouvernance. Il faut la bonne gouvernance, il faut la redevabilité et le contrôle citoyen de l'action publique. Et enfin, le 5e facteur, ce sont les institutions qui doivent être marquées par une vision stratégique de long terme. Et de ce point de vue, il faut sortir de ce que j'appelle la superposition des discours pour construire une vision articulée, capable de nous faire atteindre ce que nous cherchons tous, à savoir la prospérité partagée pour nos populations. Lomé Peace and Security Forum est organisé en droite ligne avec l'Alliance politique africaine qui a pour fondement le leadership africain sur les problèmes du continent et sur les questions liées à la paix et à la sécurité. Nous vous l'annoncions en titre, désormais, les infractions commises par les corps habillés seront jugées devant un tribunal militaire au Togo. Tout est fin prêt. Le premier procès est annoncé pour demain, lundi à 8 h. Il s'agit là de la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, de renforcer l'efficacité du système judiciaire au Togo. Uri Chamega. Il y a un peu plus de 10 jours que le Togo rendait opérationnel le tribunal militaire. Une opérationnalisation qui fait suite à la nomination par décret présidentiel le 24 avril 2023 de 8 magistrats, principalement des experts en droit militaire. C'est donc une justice militaire aux côtés d'une justice civile. Du nouveau code de justice militaire à l'installation de ces magistrats de la juridiction militaire, en passant par la loi fixant statut des personnels et des auxiliaires des juridictions militaires, la formation des magistrats, la nomination des juges militaires du tribunal et de la cour d'appel, le processus a connu de grandes étapes. Ces experts sont désormais dotés de hautes responsabilités pour juger les infractions à la loi pénale commises par les militaires et les paramilitaires. Leur rôle sera central dans le fonctionnement du tribunal militaire et de la cour d'appel militaire, avec une profonde compréhension de la gravité et de la sensibilité de leur mission. Ceci en respect à la constitution togolaise qui pose les principes de l'unité juridictionnelle et de la séparation des contentieux. Le Togo concrétise ainsi son ambition d'un état de droit qui veut que tous les citoyens, civils ou militaires, soient justiciables de manière égale et puissent se pourvoir devant des tribunaux compétents pour connaître des affaires les concernant. C'est l'illustration de la vision d'une nation paisible voulue par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, celle du renforcement de la gouvernance démocratique et de la garantie du droit d'accès à une justice pour tous, ce qui nécessite une modernisation de la justice et l'amélioration de l'efficacité du système judiciaire. Le tribunal militaire va ouvrir son premier procès ce lundi 23 octobre 2023. Sur la table, l'affaire de l'assassinat du colonel Bitala Toussaint Madjoulba. Cet officier supérieur, commandant du bataillon d'intervention rapide, avait été retrouvé mort dans son bureau dans la nuit du 3 au 4 mai 2020. Rendez-vous donc demain à 8 h et prenons la direction de Kara avec le ministre d'État Yak Damram. Il était en visite sur le barrage de la Koza. Ce barrage a été réhabilité tout récemment pour mieux répondre aux besoins en eau potable dans la ville de la Kara et de ses environs. Le ministre d'État a effectué cette visite pour apprécier l'état actuel des installations du barrage. Nestor Mouzou, reportage. D'une superficie de 4000 m², d'une capacité de 6 millions de mètres cubes au niveau plein et de 5 millions de mètres cubes d'eau exploitable, le barrage de la Koza a été construit en 1978. Il alimente en eau potable 3 villes et leurs environs, Kara, Pagoda et Niamtougou. En visite sur le site, le ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, a eu droit à des explications sur les différentes étapes du traitement de l'eau avant sa distribution. De la prise de l'eau au niveau du barrage, nous arrivons à la station du traitement
où l'eau doit suivre le processus pour sortir avec une eau claire. Donc nous faisons ce qu'on appelle d'abord le dégrillage pour enlever les particules qui sont plus grosses qui sont dans l'eau. Après dégrillage, nous faisons nos termes techniques, la coagulation, la flocculation, la décantation, puis la filtration. Et à la fin de la filtration, ça veut dire que l'eau est sortie claire. Nous pouvons donc la désinfecter pour tuer tous les micro-organismes qui sont dans l'eau et équilibrer donc le pH de l'eau pour que l'eau soit à l'équilibre calco-carbonique. Depuis sa construction jusqu'en 2020, le barrage de la Koza ne disposait que d'une unité de traitement en eau potable d'une capacité de 7000 m3 par jour. Mais vu la forte demande due à l'accroissement des populations des localités alimentées, il a fallu la construction d'une seconde unité d'une capacité de 8000 m3 par jour. L'intérêt de la visite du ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, est de se rendre compte de l'état de fonctionnement des deux unités de traitement. Les techniciens que je salue, que je félicite, ont essayé de nous expliquer la procédure. Ils ont quand même tenu aussi à souligner qu'il y a quelques soucis. Heureusement, la réception définitive n'est pas encore faite. L'entreprise est encore là. Nous allons avoir une séance de travail avec l'entreprise pour que les soucis dont on nous a fait cas soient très vite réglés. Bientôt, c'est la saison sèche. Et si rien n'est fait pour régler ce problème, le problème d'eau potable au niveau des Carabatuis de Méré, ce qui n'est pas normal. Le président s'est investi pour atteindre le niveau de 80% dans nos villes d'ici 2025. Or, 2025, c'est après-demain. Le gouvernement a déboursé, les partenaires ont accompagné. On ne peut pas comprendre que les entreprises qui obtiennent les marchés ne fassent pas le travail comme cela se doit. Et nous allons veiller à ça. Si les deux unités de production sont opérationnelles, le barrage de la Koza peut disposer de 15 000 m3 d'eau potable par jour. Mais pour pouvoir servir cette quantité, il va falloir doubler la chaîne de transport. Après Kara, le ministre d'État Yak Damham a mis le cap sur la région de la Kara. Plusieurs chantiers sont actuellement en cours dans la région pour améliorer la fourniture de l'eau aux populations conformément à la vision du chef de l'État, Foreso Zimna Nyasimbe. Le ministre d'État était sur les différents sites pour s'assurer de l'avancement des travaux, mais également de la qualité des ouvrages à réaliser. Gérald Agoudou. D'ici à l'horizon 2030, la couverture universelle en eau potable doit être effective selon les objectifs du développement durable, notamment l'ODD6. Au Togo, plusieurs projets se mettent progressivement en œuvre pour y parvenir. Cette visite du ministre d'État, le général Yark Damham, en charge de ce secteur, vise à toucher du doigt l'état d'avancement des travaux. Dans les savanes, les projets Plan national de développement eau, PNDO, et le projet d'infrastructure de développement urbain PIDU sont concernés. Le gouvernement s'est mis une barre jusqu'en 2025. Sur le plan national, nous devons avoir au moins 80%. Il faut que 80% de nos concitoyens aient de l'eau potable. Il faut qu'on ait au moins 15% au niveau urbain, 5% au niveau semi-urbain et 18% au niveau rural. Que ce soit à Mango dans l'Oti, à Tandjouare ou encore dans la préfecture de Tone, des irrégularités ont été relevées. Elles sont relatives ici par exemple à la profondeur de la fouille et à la qualité des tuyaux, contrairement aux prévisions du cahier de charge. Compte tenu de la qualité du tuyau que nous avons vu, il faudrait surseoir au remblaiement. C'est une autre entreprise qui a fourni les tuyaux. Nous allons avoir eu des échanges avec cette entreprise. Parce qu'il ne sert à rien de poser après 48 heures, ça va commencer par péter. Et pour nos populations, c'est le gouvernement qui ne fait pas du bon travail. Si on fait venir une entreprise étrangère, ils vont dire voilà, nous sommes là, nous payons les impôts, on travaille bien, on fait venir les étrangers pour travailler à notre place. Nous, on veut un travail bien fait. Les travaux du projet PIDU s'exécutent également dans la commune de Pendjal Ouest 1 et seront livrés le 31 décembre 2023. Face aux exigences délai d'exécution et qualité, le bureau de contrôle rassure. Nous avons fini avec 2 quartiers. Et sur les 8 quartiers qui restent, les travaux sont en cours. Et nous sommes à un taux de pratiquement 30% d'exécution d'apport. Ce qui reste à faire, Naki, c'est de mettre en place le réservoir, construire les bonnes fontaines qui vont avec. Nous sommes avec eux tout le temps pour rejeter ce qu'il faut rejeter ou accepter ce qui est valable. Donc en termes de qualité, à la fin des travaux, nous, on peut assurer cela. On estime la population bénéficiaire à près de 50 000 personnes dans les 10 quartiers d'Apan. Et à Naki, on tourne autour de 8 000 personnes.
Les populations bénéficiaires sont également invitées à œuvrer aux côtés de la mission de contrôle et à signaler tout désagrément constaté sur le chantier. Et pour approfondir la mission de la présente visite, le ministre d'État, le général Yark Damram, rencontre les différentes entreprises du secteur dans la région des Savanes la semaine prochaine. Et du côté du Palais des Congrès de Lomé, les choses s'accélèrent pour la tenue de la 3e édition du marché international de l'artisanat au Togo, Miator. Le rendez-vous, c'est du 25 octobre au 5 novembre prochain. La ministre de l'Artisanat, Kaimi Vedor, a fait un tour sur le site pour apprécier les installations. Depuis vendredi, les travaux sont exécutés à 80%. Reportage de Norbert Agbedanou et Uri Chamega. Après 2 éditions bien réussies, le 3e acte de Miator annonce ses couleurs. Sur le site du Palais des Congrès de Lomé, les techniciens sont à pied d'œuvre pour finaliser les installations. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale s'est rendu sur les lieux pour constater l'avancement des travaux. Je suis pleinement satisfaite parce qu'actuellement on peut dire qu'on est pratiquement prêt à 80%. Et ce qui est encourageant, c'est que les artisans ont vraiment répondu massivement. On avait prévu 300 stands. Tous les 300 stands sont totalement pris et on est en train d'augmenter les capacités. Ce rendez-vous bien ancré dans l'agenda de l'artisanat africain va mettre l'accent sur l'autonomisation de la femme et du numérique. 18 pays y sont attendus. Nous avons les pays frères, les pays voisins qui sont annoncés. Le pays à l'honneur, qui nous a fait l'honneur de répondre à l'invitation de venir avec une très forte délégation, c'est le Mali. Ils ont pratiquement 25 stands où on aura à voir tout ce qui est l'art au niveau du Mali. Et il y a de très belles choses à découvrir et surtout il y a également tout le travail des artisans togolais également à découvrir. On a quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est de mettre en avant ces gens qui font du travail extraordinaire tous les jours. Je suis habillée en pagne, ce sont nos artisans. Vous avez vu la décoration à l'extérieur, c'est le travail de nos artisans, il n'y a pas que ça. Donc il y a tout le travail artisanal, les meubles, les tisserands, la coiffure, la couture. Donc c'est de mettre en avant la contribution et la richesse de la production de toute cette frange de notre population. Et l'objectif final, c'est que cette rencontre ne s'arrête pas ici. Le Miator, on crée une opportunité, mais on espère que c'est une opportunité qui va créer des courants et des relations d'affaires. Comme les précédentes éditions, Miator 2023 sera marqué par une foire d'exposition, des panels ainsi que des animations culturelles. Et ceci nous amène dans la région de la Kara. C'est parti pour la 4e édition du mois de consommé local pour le compte de la région. Le ton est donné vendredi à travers une exposition vente. Plusieurs activités sont au programme. La correspondance de Nestor Mouzou. Des produits agroalimentaires, sanitaires, cosmétiques, vestimentaires, d'autres biens et services d'origine locale exposés au Palais des Congrès à Kara. C'est pour faire leur visibilité au cours de ce mois d'octobre, mois consacré à la promotion de la consommation locale. Le mois du consommé local est à sa 4e édition. 3 éditions sont donc passées et un bilan s'impose. Aujourd'hui, comme bilan, on peut parler de la visibilité des produits. Il y a des années où, lorsqu'on parle de tchotou, comme on l'appelle, moutarde, les gens pensaient que c'est uniquement pour le nord ou bien c'est pour une partie du Togo. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, le produit est accepté par presque toute la population et avec l'apport de santé qu'on a par rapport à ce produit. Donc c'est grâce à l'action de la communication et on a vu aussi de jeunes entreprises évoluer. Quelle stratégie pour stimuler la consommation des biens et services locaux en vue de renforcer la compétitivité des entreprises togolaises sur les marchés? C'est sous ce thème qu'est placée la 4e édition du mois du consommé local. Le thème a été débattu au cours de cette rencontre. Les stratégies tournent autour de 2 ou 3 points. D'abord au niveau des consommateurs, ensuite au niveau des producteurs et des transformateurs. Au niveau des consommateurs, il faut accepter, consommer ce qui est produit dans son milieu et faire en sorte que les structures qui s'impliquent dans la commande publique, notamment les communes, les services publics, puissent aussi solliciter les acteurs locaux pour des prestations de services. Au niveau des producteurs, il s'agit de mettre l'accent sur la production de qualité et à moindre coût, pour qu'à la vente, le prix soit abordable pour tous. Et pour les transformateurs, aujourd'hui, la transformation permet d'augmenter la valeur ajoutée au niveau du produit.
Le mois du consommé local donne l'occasion aux producteurs, aux transformateurs et aux artisans de se faire connaître et d'aller à la conquête du marché. Le président du comité régional d'organisation du mois du consommé local, le préfet de la COSA, le colonel Hemou Badibo Bakali, en donnant le coup d'envoi des activités liées justement au mois du consommé local, a lancé un appel aux populations de la région de la Kara à s'approprier le concept et à le manifester dans leur vécu quotidien pour valoriser les produits locaux et défendre le label Made in Togo. Un tour à présent à la primature. Le Premier ministre Victoire Tomenga Dogbe a reçu en audience cette semaine la vice-présidente de Zonta International, Fernanda Gallo Frachi, et le directeur régional de l'UEMOA pour la fondation Mastercard. Le Premier ministre a eu de fructueux échanges avec les deux personnalités portant sur leurs différentes activités. Le point avec Yasmine Kodja. Serge Auguste Kouakou, directeur régional de l'UEMOA pour la Fondation Mastercard, a été reçu par Madame le Premier ministre. Au centre des échanges entre les deux personnalités, les problématiques pour l'emploi des jeunes, notamment l'emploi des jeunes femmes et des réalités économiques. Nous avons rencontré son Excellence, Madame le Premier ministre, le Togo faisant partie des pays les plus importants de la région de l'UEMOA que nous couvrons. Nous avons jugé nécessaire de venir nous imprégner des réalités et donc de pouvoir informer nos programmes et les priorités que nous aurons. Donc l'échange avec Madame le Premier ministre visait justement à nous permettre de comprendre de par elle-même quelles sont les priorités du gouvernement dans ce cadre-là afin de pouvoir avancer. Et donc nous partons d'ici avec énormément de renseignements sur le potentiel et les activités que le gouvernement a initiées. La Fondation Mastercard a une vision équitable en termes d'éducation et d'inclusion financière. Elle s'est donnée pour mission de faciliter les conditions de travail à 30 millions de jeunes à travers ses interventions. Après la Fondation Mastercard, la chef du gouvernement a accordé à la vice-présidente de Zonta International en séjour à Lomé ses instances. Les discussions ont tourné autour du programme de la 26e conférence du district 18 du Zonta International à Lomé. Zonta International et sa fondation travaillent depuis plus de 100 ans. On a demandé ce rencontre pour avoir des suggestions, ce que c'est plus important à faire pour les droits des femmes et des filles ici au Togo. La réponse de Madame la ministre, c'était surtout de continuer à travailler pour l'éducation des jeunes filles et des jeunes hommes, aussi de travailler sur les femmes et les filles des changements climatiques parce qu'elles sont plus affectées que les hommes. Zonta International est un réseau mondial de professionnels indépendants œuvrant pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. On va parler d'éducation. L'école catholique fête ses 130 ans au Togo. Pour marquer cette célébration, une table ronde a été organisée en synergie avec le ministère en charge de l'enseignement primaire et secondaire. Il était question d'évaluer le chemin parcouru et les défis à relever pour une éducation plus qualitative. Voyons cela avec Marco Ahiano. Après 130 ans d'existence, l'école catholique du Togo peut se vanter d'un parcours prodigieux, reflet aujourd'hui d'une expérience, un savoir et un partage inestimable. En l'honneur de ce jalon exceptionnel, les autorités de l'Église ont organisé une table ronde dans le cadre des festivités de ce 130e anniversaire qui rassemble divers acteurs et cadres de l'éducation nationale. Au cœur des discussions, des sujets tels que le rôle joué par l'enseignement catholique dans l'histoire de l'éducation de la nation, les défis auxquels il fait face et les mécanismes nécessaires pour garantir une formation de qualité. Il s'agit là d'une véritable entrevue où des idées éclairées ont été partagées. L'enseignement catholique a accompagné nos peuples, nos populations dans cette œuvre d'éducation, faire mémoire et rendre grâce à Dieu. Et ensuite, regarder l'aujourd'hui de cet ordre d'enseignement ou d'éducation dans la République pour identifier des défis. Cette journée va nous aider à voir comment se serrer les coudes pour atteindre l'ODD 4
qui stipule une éducation de qualité accessible à tous. Grâce à une collaboration étroite avec l'État togolais, l'école catholique a su au fil du temps ériger des piliers et former des élites dans tout le Togo. Bien que le bilan actuel puisse être qualifié de satisfaisant, des défis subsistent. Le bilan est positif. La preuve, c'est que quand nous regardons aujourd'hui à l'international comme à l'interne, les différents secteurs de notre vie sociale, politique et économique et culturelle, nous trouvons qu'ils sont quand même un nombre important à avoir reçu l'éducation catholique. Il y a d'autres aspects qui sont liés à la justice sociale en notre sein que nous devons corriger. Par exemple, nous avons encore un grand nombre d'enseignants volontaires catholiques qui travaillent chez nous et qui ne sont pas bien payés. Remontant à ses origines en 1892, lorsque des missionnaires ont posé les premières pierres de cette institution, l'école catholique demeure une pionnière dans l'édification de l'éducation nationale togolaise. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à votre chaîne, notre chaîne, la télévision togolaise. Vous serez à 22h avec Abidé Niassingbe. Bonne suite de nos programmes.